Donc bonjour à toutes et à tous, moi je suis Colomban, je suis le président du conseil de gestion de la Fondation ENSM et je suis le délégué général donc, du GASP, le groupement des armateurs de services publics maritimes et de passage d'eau. Voilà, donc on représente 28 compagnies maritimes partout en France et ça fait 150 navires. Quand je dis la France, c'est bien sûr la France métropolitaine et aussi les DOM-TOM. On a des représentants ici, des Antilles d'ailleurs, et je leur souhaite la bienvenue en métropole. Les évolutions du secteur maritime local, elles sont assez peu médiatisées. Souvent, on va plus se focaliser sur ce qui se passe au niveau des 5000 UMS, donc les très très grands navires qui naviguent dans un contexte international. Et en fait, on parle peu des navires du quotidien des Françaises et des Français. Vous entendez mal. Ah, est-ce que vous pouvez régler les micros, s'il vous plaît? Ouais, merci. En fait, ces compagnies-là, c'est grâce à elles qu'on maintient l'économie locale sur les îles, qu'on maintient la culture insulaire. Et donc c'est extrêmement important qu'on puisse travailler tous ensemble pour faire perdurer cet écosystème qui a 1000 ans, puisque les premiers bacs, les bacs de Loire, ont à peu près 1000 ans. Donc pour parler avec nous de l'avenir du service public maritime, on a Guillaume Dufontoniou, qui est le vice-président du groupement et directeur général des bacs de Loire. Nous avons Alan Simoneau, sous-directeur adjoint au service de transition énergétique des navires à la DGAMPA, dans la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Et puis nous avons Thibaut Tincelin, qui est président donc un ancien architecte naval des chantiers de l'Atlantique et président aujourd'hui de Stirling Design International. Donc c'est un bureau d'études d'études navales, qui est basé à Nantes. Donc je parlais tout à l'heure, on se projette souvent sur les 5000 EMS. Est-ce que, Alan, on a un objectif qui est à 0 émission en 2050 ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte quand on parle de navires de proximité? Où est-ce qu'on se place par rapport à cet objectif? Merci beaucoup, M. Monnier, de me donner la parole, et merci beaucoup de m'avoir invité à cet atelier. Je suis très flatté. Voilà, donc quand on invite l'administration à ce genre de table ronde, c'est surtout pour parler réglementation. Donc je vais la donner en grands traits. Il y a tout en haut l'Organisation maritime internationale, l'OMI, et qui réglemente pour ce qui est de la décarbonation, du combat contre les gaz à effet de serre, qui réglemente les navires de plus de 5000 UMS à travers le monde. Sachant que le trafic mondial des navires de plus de 5000 UMS à travers le monde, c'est 90% des gaz à effet de serre envoyés par le maritime. Tout le reste, donc, vous voyez, c'est beaucoup moins, et les navires qui nous concernent en particulier. Il faut quand même faire des efforts. Mais c'est moins. Bien sûr, on est là pour ça. Voilà. Donc toute cette réglementation pour les navires de plus de 5000 UMS, vous avez dû en entendre parler, en lire dans les journaux spécialisés. Il devait y avoir un outil financier qui devait être mis en place par l'OMI, qui allait faire payer plus de 350 dollars la tonne de CO2 exprimée, etc. Et tout ce système a été, on va dire, suspendu en octobre dernier à Londres, alors que ça devait passer. Le pouvoir américain a usé de tout son poids pour que ça ne passe pas, et en effet ça a été suspendu pour 1 an. Donc on va quelque part continuer à s'appuyer sur les outils européens qui, pour la décarbonation, sont relativement forts. C'est toujours pour les navires de plus de 5000 UMS, c'est le règlement FuelEU, qui est là pour diminuer l'intensité carbone qu'il y a dans le combustible de ces navires, de ces grands navires. C'est des mots aujourd'hui, FuelEU, ça s'applique depuis 2025. En 2025, c'était moins de 2% d'intensité carbone dans le carburant. En 2030, c'est moins 6%. Ça veut dire qu'on ne pourra plus mettre le même carburant qu'on utilise aujourd'hui pour les grands navires. En 2030, il se passera quelque chose. Soit on va mettre du bio, soit du carburant synthétique, soit on mettra des voiles, mais on mettra quelque chose. Ça, c'est demain, 2030, il se passera quelque chose pour les navires de plus
de 5000 UMS qui touche l'Europe. Je dis bien qui touche l'Europe parce qu'on reste sur du règlement européen. Il y a le règlement ETS qui s'applique à toute l'industrie et qui s'applique aux maritimes que depuis 2 ans, mais c'est encore que pour les navires de plus de 5000 UMS. Et le règlement AFIR, qui est surtout là pour les infrastructures, et c'est surtout celui-là qui impose les prises de courant dans les grands ports maritimes pour les grands navires de commerce et navires à passagers. Et nous alors? Et nous alors, au niveau national, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la feuille de route de décarbonation. Alors ça vient de la loi climat et résilience. À l'origine, il y a les gilets jaunes, il y a la Convention citoyenne, et cette Convention citoyenne a fait une loi, la loi climat et résilience, qui impose à toutes les industries qui émettent des gaz à effet de serre de faire une feuille de route avec des axes stratégiques et des actions à faire. Et donc le maritime, comme d'autres parties de l'industrie française, a cette feuille de route. On est le 7e pays mondial à l'avoir mis en place. Elle a été publiée en 2023, remise à jour en 2024. Et cet outil qui a été co-construit avec la filière, si je vous invite à aller voir ce document qui est public, sur la première page, il n'y a pas que la Marianne. Il y a le GICAN, Armateurs de France, Evolène, le cluster maritime français. Et co-construit, ce document dit la direction dans laquelle on doit aller. Tout ça pour dire que pour les, entre guillemets, et c'est la feuille de route qui l'a définie comme ça, pour les petits navires à passagers, il n'y a pas de réglementation sur la prévention de la pollution contraignante, contrairement aux navires de plus de 5000. Je parle bien de réglementation sur la prévention de la pollution et non pas uniquement de sécurité, parce que les armateurs de, entre guillemets, petits navires à passagers, surtout ceux qui ont une coque en aluminium, ils savent qu'il y a des règlements européens qui sont quand même relativement stricts et qui les toucheront, je l'espère pas, mais qui les toucheront peut-être bientôt. Voilà. Ça, c'est pour la réglementation nationale. Évidemment, je ne parle pas aussi des zones CK et NECA. Ça, quand vous avez un navire avec des moteurs de plus de 130 kW, en Manche et en mer du Nord, vous devez avoir des moteurs, ce qu'on appelle tier 3, c'est-à-dire qui permettent d'avoir moins de NOx dans l'air. Et ce sont des moteurs un peu comme dans les voitures diesel où on rajoute de l'AdBlue. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des contraintes technologiques qui sont imposées dans ce cadre-là, ou est-ce qu'on reste libre nous-mêmes de pouvoir appliquer les technologies de décarbonation? Comme il n'y a pas de contraintes dures, vous êtes libre et on vous invite à le faire, bien sûr. Par contre, pour ce qui est des moteurs Tier 3, il y a des contraintes. Il faut que notre moteur soit certifié avec le certificat qui permet à l'administration de savoir s'il est conforme ou pas. Merci beaucoup, Alan. Du coup, donc on a les objectifs, on a ces grandes tendances qui se dessinent, et on voit que donc ce qui touche les grands navires à l'international risque de toucher les navires de proximité à l'avenir. C'est des navires qui ont peut-être des contraintes spécifiques au type d'opération. Est-ce que Guillaume, tu peux nous en parler? Oui, alors rapidement, les navires du GASP, évidemment, on a une flotte extrêmement hétérogène, avec à la fois des contraintes maritimes assez complexes, puisque on va prendre l'exemple des îles du Morbihan, les navires dorment sur les îles. Donc si jamais on va sur des phases de nouvelles technologies, ça veut dire qu'il faudra penser également les infrastructures. Et là, ça va être un sujet important, sans parler évidemment des problématiques de financement, puisque c'est financé par les collectivités. On a aussi dans les navires qui existent au niveau du GASP, les bacs pour des petites distances. Alors pour beaucoup, je pense notamment à mes collègues des bacs de Seine et des bacs du Rhône, beaucoup de personnes pensent que les bacs sont des bacs fluviaux. On a souvent cette espèce d'aspect un peu faux, puisque nous avons aussi des bacs maritimes, que ce soit en Seine, que ce soit en Loire, que ce soit dans le Rhône, puisque je rappelle à la fois le Code des transports et le décret de 1959 qui définit la limite des zones maritimes. Donc voilà. Et c'est vrai que sur ces petits bacs, ou gros bacs, on a peut-être ici
des perspectives sur la transition écologique avec des navires probablement à court moyen terme, et c'est déjà le cas dans les pays du Nord, avec des navires 100% électriques. Si je peux me permettre de rajouter les bacs de Gironde. Oui, les bacs de Gironde, mais là ils sont beaucoup plus gros. Voilà. Et comme ils sont juste à l'entrée de l'estuaire, tout le monde se dit, bah évidemment, c'est des bacs maritimes. Alors que c'est vrai que les bacs de Loire ou les bacs de Seine ou le Barcarin, le bac de Barcarin, tu te dis, ça ressemble quand même plus à du fluvial. Mais merci, et c'est vrai que tu partais sur du coup peut-être des solutions avec notamment l'électrification. On a les attentes un peu réglementaires qui se dessinent. On a donc nos barrières avec des problématiques comme les dormir sur les îles qui n'ont pas forcément les infrastructures. Est-ce que du coup Thibaut, vous pouvez nous parler un petit peu de vous, comment vous voyez les choses, parce qu'il faut qu'on investisse dans des navires qui vont pas subir une obsolescence trop rapide par rapport aux évolutions réglementaires qu'on peut anticiper. Comment est-ce que vous allez pouvoir éventuellement guider dans le choix des technologies du coup pour nos navires? Oui, merci. Le premier accompagnement, c'est celui d'accompagnement des maîtrises d'ouvrage pour entendre l'évolution des usages et accompagner cette évolution d'usage. Avant d'avoir des solutions technologiques, on s'aperçoit que la région Bretagne et bien d'autres acteurs réfléchissent à ce que seront les usages de demain. Il suffit d'imaginer d'avoir des catamarans haute vitesse, des ferries haute vitesse transportant des SUV diesel pour se dire que voilà, c'est pas vers ça qu'on va aller demain, c'est pas un avenir viable, et donc on a des infrastructures extrêmement complexes, denses dans beaucoup de villes insulaires ou côtières qui vont peu évoluer. Donc on a des contraintes existantes, il faut vivre dedans, et l'évolution des usages est d'abord essentielle. Et seulement après, en effet, l'évolution technologique est celle qui est toute trouvée et qui s'adapte à de très nombreuses lignes de desserte. Hein. Elle n'est pas magique, mais c'est très certainement par rapport à des navires historiquement qui sont en diesel mécanique, hein, ce qu'on voit sur les bacs déjà, qui ont évolué vers des solutions diesel électriques. Et demain, hein, progressivement, des remplacements de groupes électrogènes par des parcs de batteries. C'est une trajectoire de décarbonation qui est certaine, qui est sûre, et qui permet, en accompagnement avec des short connections, demain de faire de la véritable décarbonation. Donc de l'hybridation énormément des navires, a priori, c'est de ça dont vous voulez parler. Voilà, d'hybridation, qui permet différentes solutions. Hein. La solution batterie n'est pas unique, hein. On a tous en tête d'autres solutions, mais elle offre une multiplicité de solutions et l'assurance de conclure avec au moins une solution existante qui est celle des batteries, donc de dérisquer en fait le sujet, parce qu'il n'est pas question de se retrouver avec des navires qui soient plus exploitables dans 5 ans ou 10 ans. Merci. Il y a un autre élément que vous abordiez qui était l'usage qu'on fait des ports. C'est vrai que les ports, les infrastructures, elles ont été construites il y a longtemps pour des usages. Et aujourd'hui, peut-être que nos usages ont évolué et on va estimer que les ports sont pas suffisamment bien construits, mais finalement, c'est parce que c'est nos usages qui ont évolué. Et les ports, ils ont été bien faits à l'époque. Et donc, c'est vrai que le maritime de proximité a souvent cet enjeu-là de se dire il faut qu'on fasse évoluer nos navires, mais quid des infrastructures en face, et notamment pour recharger éventuellement des batteries. Donc on parle de nouvelles technologies, de nouveaux combustibles. Il y a quand même le prix aussi des combustibles alternatifs. Hein. Le HVO, c'est beaucoup plus cher que du MDO, donc du diesel. Il faut l'intégrer dans nos modèles économiques. Nous, compagnie maritime de services publics, quels sont ces modèles? Il y a toute une diversité, n'est-ce pas Guillaume? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur l'hétérogénéité un petit peu du secteur? Oui, alors tout à l'heure on a évoqué un peu la partie flotte qui était en effet hétérogène déjà, et c'est également lié, comme tu viens de le dire, à l'économie du service public qui est diverse et variée, c'est-à-dire que nous avons des collectivités qui opèrent en direct leurs services. C'est vrai pour les bacs de Seine, c'est vrai pour les bacs de Gironde. Les bacs du Rhône, c'est encore autre chose, c'est un syndicat d'économie mixte. Il y a un syndicat mixte, pardon. Et ensuite, on a un autre modèle où la collectivité va déléguer son service via ou bien une délégation de service public
ou un marché public. La différence est assez simple. Un marché public, vous n'avez que le risque industriel, alors qu'une délégation de service public, vous avez et le risque industriel et le risque commercial. Voilà, c'est simplement la grande différence. Voilà les différents modèles qui existent au sein du GASP. Donc ça veut dire qu'on a des collectivités qui vont éventuellement prendre ce risque, des collectivités qu'il faut former. Il y a un effort de pédagogie à faire vers elles, et c'est elles qui vont aussi financer les navires. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'en effet, aujourd'hui, à part quelques îles du côté de Toulon et les îles de Bréa et de Bar, toutes les autres îles et les bacs sont propriété des collectivités. Et donc là, il y a un vrai sujet de financement, à la fois pour les navires, mais également pour les infrastructures, comme le disait Thibaut tout à l'heure. Quand il va falloir éventuellement électrifier la flotte, lorsque les navires dorment sur les îles, il y a un sujet. C'est vrai pour l'Île-Dieu, c'est vrai pour Belle-Île, c'est vrai pour Groix, c'est vrai pour Edic. Voilà. Merci. Est-ce que cette temporalité très longue, ouais Thibaut, alors c'est plutôt à Thibaut que merci. Est-ce que cette temporalité très longue, elle n'est pas du maritime de proximité, c'est pas une opportunité du coup pour le financement des navires? Oui, absolument. Il y a un gros potentiel d'innovation. On voit ces nouveaux usages dont on a parlé. Il y a des usages complémentaires avec de la propulsion vélique. Il y a plein de nouvelles énergies. On voit ce que font nos camarades à l'étranger, ce qui se fait en France. Il y a l'Innovation Fund. C'est plusieurs milliards qui sont aujourd'hui proposés à des acteurs et publics et privés qui sont porteurs de projets et qui sont vraiment... L'Europe fait tout pour trouver des candidats à l'innovation et à l'aide à l'investissement, au co-investissement. Donc ça, c'est passionnant. Et sur des sujets qui sont plus fondamentaux de recherche collaborative, qui s'adressent aussi, du coup, et peut-être principalement à des entreprises privées, mais en compagnie d'entités publiques. C'est Horizon Europe, on est partenaire, enfin, c'est pas réservé aux autres, on est une TPE de 7 personnes, on suit 2 projets européens Horizon Europe, c'est des financements qui sont à portée de main pour décarboner, pour l'électrification, pour la propulsion vélique, donc oui, ça marche. Ouais. Il y a un gros enjeu de souveraineté finalement, vous parlez d'Europe, Alan, qu'est-ce que vous en pensez de ces financements européens? Alors, je pense qu'il faut qu'on en parle déjà. Il faut que tout le monde sache qu'il existe des fonds européens comme Innovation Fund ou Horizon Europe. Alors Horizon Europe, c'est peut-être plus pour la recherche. Mais ces fonds européens, ils sont financés par nous quelque part. Innovation Fund, c'est les taxes carbone de l'ETS qui financent tout ça. Donc notre industrie, nous payons cet Innovation Fund et on fait partie des plus mauvais pays à récupérer ces financements. C'est-à-dire que la Grèce, par exemple, récupère plus de 10% des calls de l'Innovation Fund. Nous, on en est à 2%, la France. Alors que je pense qu'en financement de l'Innovation Fund, on est bien plus que 2%. C'est pas un secret. Donc, il faut qu'on en parle et il faut qu'on réponde à ces calls. Et pas uniquement l'industrie, l'administration aussi. Quand on est propriétaire de son bac et qu'on doit renouveler, si on va sur une technologie innovante et sur une technologie de décarbonation, on peut nous aussi postuler à Innovation Fund. Et il faut qu'on y aille tous ensemble. Ça, c'est pour les financements européens qui sont ouverts à tous. Alors après, je ne vous cache pas qu'il y a un gros travail pour faire le dossier. C'est 2 personnes à temps plein pendant 1 mois ou 2. Mais voilà, les autres y arrivent. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas à récupérer quelque part des sommes qui devraient aussi revenir chez nous. Ensuite, il n'y a pas que les financements européens, il y a aussi nos propres financements. Et sachez, alors c'était difficile à annoncer avant que le budget de l'État soit voté, mais une partie des fonds ETS, j'ai parlé de ce règlement tout à l'heure, c'est une sorte de taxe carbone, une partie de ces fonds va être redirigée vers le maritime. Et donc, dans quelques jours, quelques semaines, un appel à projet géré par l'ADEME va s'ouvrir et il sera ouvert au monde maritime, quelle que soit la taille de navire. C'est pas que pour les navires de plus de 5000 UMS, là, même si c'est eux qui payent. Ok ?
C'est-à-dire que tout le monde peut répondre à ces calls, et je vous invite à y aller. Je vous invite à regarder à quoi ressemble cet appel à projet et y postuler, parce que plus il y a de projets, plus la viabilité du système continuera. S'il n'y a pas de projet pour cet AAP, pour les navires professionnels français, ben, peut-être que l'année prochaine, il s'arrêtera s'il n'y a pas de projet, ce qui semble assez normal. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les financements. Il y en a et il va y en avoir. Seulement, voilà, pour les Européens, on n'y va pas assez. Merci. Donc, alors, il y aura un petit moment de questions juste après. Merci beaucoup. Pardon ? Ok, on revient sur les financements juste après pour finir sur la dernière partie peut-être parce qu'on a des solutions de financement européennes, nationales. On a des technologies européennes, nationales. Donc, on a de l'énergie aussi, potentiellement. Donc, il y a beaucoup de solutions en fait, pour assurer l'avenir du service public maritime. Peut-être la dernière chose, avant de vous laisser la parole et vos questions, c'est l'humain dans tout ça. Et Alan, je vous laisse le micro. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la formation ? Il y a l'ENSM qui a fait un gros travail quand même avec Hydro 2040, auquel bien sûr le GASP a répondu aussi pour contribuer. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la formation du coup pour accompagner nos modèles à l'avenir ? Alors, je sais que le NSM propose des formations pour cette nouvelle technologie. Après, je ne sais pas si elles ont le succès qu'elles devraient avoir, mais en tout cas, les propositions sont là. Ce qu'il faut aussi, c'est que la réglementation internationale évolue, parce qu'une fois que, par exemple, le code IGF sur l'utilisation de combustibles gazeux sera modifié, rentrera de son champ l'ammoniac et l'hydrogène, par exemple, et bien dans ce cas-là, dans la formation STCW de base, ça rentrera. Aujourd'hui, elle n'y est pas, parce que ce n'est pas des carburants réglementairement acceptables. Ils le seront très bientôt. Donc une fois que ce travail sera fait, et il va être fait à l'OMI, au HTW, au prochain HTW, qui doit être en février, si je ne m'abuse, de cette année, on va en savoir un peu plus sur ce qu'il y aura dans les formations obligatoires, et donc tous les marins seront formés dessus. À l'instant T, comme ce n'est pas dans la réglementation, ce n'est pas encore dans les formations obligatoires. Mais elles sont, en tous les cas, en formation facultative et continue à l'ENSM. D'accord, merci beaucoup. A priori, donc, ce sera intégré dans le tronc commun, ou en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Guillaume, tu as fait le NSM. Est-ce que tu penses que les marins auront sauront s'adapter pour apprendre des nouvelles choses comme ça ? Alors, on est au moins 3 sur 4 à avoir fait le NSM, hein, n'est-ce pas, monsieur Simoneau ? Toi aussi. Et moi aussi. Et effectivement, alors j'ai emprunté une phrase, non pas qu'il y ait un copyright, mais je sais qu'elle est de lui et je la trouve très juste, donc de mon voisin de droite, c'est qu'à l'ENSM, finalement, on est expert en rien et généraliste en tout. C'est ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire que finalement, on nous apprend à nous débrouiller nous-mêmes, à découvrir, à être curieux. Et c'est exactement ça où on voit qu'on a cette faculté d'adaptation à la fois sur des machines vapeur pour ceux qui étaient avant nous, ensuite le diesel, et là quand on a eu par exemple sur les bacs de Loire du diesel électrique, on s'est adapté, on a fait un peu nous-mêmes, on a essayé d'aller chercher de l'info. Voilà, c'est la magie de la formation de l'ENSM, quelque part. Donc, pas de crainte à avoir au niveau de l'humain. Je vous remercie tous les trois. On va prendre quelques questions. On sent quand même qu'il y a une grosse vocation, une passion pour la transition du maritime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très fort. On a vu aussi que il y a des réglementations qu'on peut voir arriver. Nous, on a cette chance-là de voir arriver des réglementations d'en haut, entre guillemets, donc de pouvoir s'adapter, de devenir exemplaire, puisqu'on a des solutions locales, nationales, européennes et des forces vives qui sont prêtes à s'adapter pour la transition. Donc c'est une bonne chose. Des financements, l'électrique qui a l'air de prendre une grosse part pour cette transformation. Donc je pense qu'on peut, on va prendre les questions, mais simplement je pense que c'est un choix de souveraineté après de se dire est-ce qu'on a envie d'investir des fonds de l'Europe dans des compagnies de proximité européennes où chaque euro investi sera décuplé finalement, puisque tout ce qu'on vient de dire, c'est de l'économie européenne et de la souveraineté européenne qui est favorisée. C'est plutôt positif.